Au début des années 1980, une ombre s'est installée sur le comté de King, dans l'État de Washington, une humidité palpable qui n'avait rien à voir avec le climat pluvieux du Pacifique Nord-Ouest. Le long des rives sinueuses de la Green River, un courant d'eau sombre et froid. La Terre a commencé à révéler ses secrets les plus macabres. Des corps de jeunes femmes, presque des enfants, ont été découverts, abandonnés avec une indifférence glaciale. Leurs vies écourtées jetées au milieu des feuilles mortes et de la boue. La communauté, d'abord incrédule, a rapidement sombré dans une terreur collective face à ce prédateur insaisissable qui semblait chasser en toute impunité. Le nom Green River Killer est devenu un murmure empoisonné, la personnification d'une peur primitive, celle d'un monstre qui se déplaçait parmi eux, invisible et insatiable, transformant les paysages autrefois paisibles en scènes de crime. Pourtant, ce fantôme qui hantait leurs cauchemars n'était pas une créature de la nuit, mais un homme d'une banalité déconcertante. Il portait le masque de la normalité, avec une maîtrise effrayante. C'était un peintre en carrosserie méticuleux, un employé stable chez le fabricant de camions Kenworth depuis près de 3 décennies. Pour ses voisins, il était un homme calme, un peu simplet peut-être, mais inoffensif. Il était marié, un homme qui fréquentait l'Église et qui maintenait une façade de respectabilité sans faille. Cette existence ordinaire était le camouflage parfait, un bouclier qui le rendait invisible aux yeux de la société, et pendant bien trop longtemps, aux yeux de la loi. Derrière ce sourire poli et cette routine bien réglée, se cachait un abîme de dépravation, une double vie menée avec une discipline psychopathique qui lui a permis de poursuivre sa quête macabre pendant 2 décennies. Le bilan final de son règne de terreur est presque inconcevable, défiant toute compréhension de la cruauté humaine. Gary Ridgway, l'homme ordinaire, est soupçonné d'être le tueur en série le plus prolifique de toute l'histoire des États-Unis, avec un nombre de victimes confirmées et présumées qui pourrait dépasser la barre effroyable de 70. Pendant 20 ans, il a navigué entre 2 mondes, celui de la lumière en tant que mari et ouvrier, et celui des ténèbres les plus profondes, en tant que chasseur et bourreau. La question qui a rongé les enquêteurs et qui continue de nous hanter aujourd'hui n'est pas seulement de savoir qui il était, mais comment. Comment un seul homme a-t-il pu commettre une telle série d'atrocités, si longtemps, en se cachant à la vue de tous, devenant une incarnation vivante et terrifiante de la banalité du mal? Pour comprendre le monstre, il faut d'abord disséquer l'homme, et l'homme, Gary Leon Ridgway, est né de la honte et de l'humiliation. Né en 1949, son enfance a été un terrain fertile pour la psychopathie, marqué par une relation profondément troublante avec une mère autoritaire qui, selon les rapports, contrôlait et rabaissait son fils. L'énurésie nocturne qui l'a tourmenté jusqu'à l'adolescence est devenue une source de mortification constante, sa mère lavant ostensiblement ses draps souillés comme une punition publique au sein du foyer. Cet incident, souvent cité comme un indicateur précoce dans la triade de McDonald pour les futurs criminels violents, a instillé en lui un sentiment d'impuissance et une rage latente. Avec un quotient intellectuel mesuré à seulement 82, il était souvent perçu comme simple d'esprit, une perception qu'il a su exploiter à son avantage, dissimulant une ruse et une capacité de manipulation redoutable sous un masque d'insignifiance. Socialement, Ridgway était un caméléon, un maître de la compartimentation. Sa vie publique était une étude de cas en matière de normalité. Pendant près de 30 ans, il a pointé chaque jour à l'usine Kenworth, un employé modèle, fiable et travailleur. Il s'est marié à 3 reprises, jouant le rôle du mari et du père de famille, sans que personne ne soupçonne l'abîme qui se cachait derrière ses yeux. Plus troublant encore était son affichage public de ferveur religieuse. Il était connu pour porter sa Bible partout, la lisant à voix haute dans les lieux publics, et même, de manière effroyable, à ses futures victimes dans sa camionnette. Cette piété n'était pas une quête de rédemption, mais une arme de manipulation, un outil pour endormir la méfiance de ses proies et pour construire une armure de respectabilité qui le rendait intouchable. Les motivations de Ridgway étaient un nœud complexe de haine misogyne, d'un besoin insatiable de pouvoir et d'une compulsion sexuelle tordue. Il ciblait spécifiquement les prostituées, qu'il considérait comme l'incarnation du péché, des objets souillés
qu'il avait le droit de purifier par l'annihilation. Dans ses propres aveux, livrés avec un détachement glacial, il a expliqué qu'il les tuait pour ne pas avoir à les payer. Une rationalisation économique macabre pour un acte de domination ultime. Il parlait de ses crimes comme de la constitution d'un trésor secret, une collection de vies volées qu'il possédait entièrement. Pour lui, le meurtre était l'acte suprême, la finalité. Le sexe n'était qu'un prélude, un mécanisme pour exercer un contrôle absolu avant de l'effacer de l'existence, affirmant ainsi son pouvoir sur la vie et la mort. À l'opposé de ce prédateur méthodique se trouvaient ses victimes. Une constellation de jeunes vies brisées par la malchance et la marginalisation. Elles n'étaient même pas des inconnus anonymes, mais des filles, des sœurs et parfois des mères. La grande majorité étaient des adolescentes et de jeunes femmes piégées dans un cycle de vulnérabilité extrême. Des fugueuses qui avaient fui des foyers brisés. Des jeunes femmes luttant contre la toxicomanie. Ou celles qui vendaient leur corps sur la bande de la Pacific Highway South, près de l'aéroport SeaTac. Elles vivaient en marge de la société, considérées par beaucoup comme jetables, une perception tragique qui a permis à leur disparition de passer largement inaperçue au début. Ce préjugé social a été le meilleur allié de Ridgway, lui offrant un terrain de chasse où les proies étaient abondantes et où les alarmes ne sonnaient que trop tard. Derrière chaque nom sur la liste macabre de Ridgway se cache une histoire humaine. Wendy Lee Caulfield, à seulement 16 ans, a été la première victime identifiée. Son corps tiré des eaux froides de la Green River. Opal Charmaine Mills, également âgée de 16 ans, était une autre jeune âme dont la vie difficile l'avait conduite dans les rues et, finalement, dans le piège de Ridgway. Ces filles n'étaient pas définies par leurs dernières heures, mais par des vies entières de lutte et de rêves inachevés. Leur vulnérabilité n'était pas une faiblesse de caractère, mais le résultat de circonstances tragiques. Ridgway était un expert pour repérer cette fragilité. Il ne leur offrait pas seulement un trajet en voiture, il leur offrait une illusion de sécurité, un moment d'attention, une oreille attentive, se servant de la plus simple des gentillesses humaines comme d'un appât mortel pour les attirer vers leur fin. L'année 1982 a marqué le début du long cauchemar. Le 15 juillet, les corps de 2 jeunes femmes, dont celui de Wendy Lee Caulfield, 16 ans, sont retrouvés dans la Green River par un homme en radeau. Au début, ces morts sont traitées comme des tragédies isolées, peut-être liées au monde dangereux de la rue. Mais alors que l'été s'installe, la rivière continue de rendre ses morts. D'autres corps apparaissent, et un schéma macabre commence à se dessiner. De jeunes femmes, pour la plupart des fugueuses ou des prostituées, sont étranglées puis abandonnées dans et autour de la rivière. La police du comté de King, réalisant qu'elle est confrontée à quelque chose de bien plus sinistre qu'une série de crimes sans lien, met en place la Green River Task Force, une équipe dédiée dont la seule mission est de traquer l'ombre qui décime une génération de jeunes femmes vulnérables. Entre 1982 et 1984, la cadence des meurtres s'est accélérée de manière terrifiante. Le tueur opérait avec une audace et une fréquence qui ont plongé la région dans un état de panique permanent. Ce n'était plus une peur abstraite, mais une menace concrète qui planait sur la Pacific Highway South. Le prédateur semblait omnipotent, déposant les corps de ses victimes dans des clusters ou groupes, comme s'il se moquait des efforts des enquêteurs. La Task Force était submergée par le nombre de cas, les pistes contradictoires et la pression médiatique et publique. L'enquête est rapidement devenue la plus grande chasse à l'homme de l'histoire américaine, mobilisant des centaines d'officiers et coûtant des millions de dollars. Mais le tueur, invisible, continuait sa moisson macabre, laissant derrière lui une traînée de deuil et de frustration. En 1984, après 2 ans de recherches infructueuses et de pistes qui ne menaient nulle part, les détectives Dave Reichert et Robert Keppel, à bout de ressources, ont pris une décision qui allait entrer dans les annales de la criminologie. Ils ont décidé de pénétrer dans l'esprit d'un monstre pour en comprendre un autre. Leur destination, le couloir de la mort de la prison d'État de Floride. Leur consultant improbable, Theodore Ted Bundy, le tueur en série charismatique et sadique qui avait terrorisé l'Amérique une décennie plus tôt. C'était un pari désespéré, un pacte faustien avec un diable pour en attraper un autre. L'idée de demander de l'aide à un meurtrier condamné était controversée et dérangeante,
mais elle témoignait de l'impasse totale dans laquelle se trouvait l'enquête. La rencontre était surréaliste. Dans l'environnement stérile et oppressant de la prison, Ted Bundy, avec son intelligence calculatrice et son ego surdimensionné, s'est délecté de son rôle de consultant. Loin de montrer des remords, il a analysé le cas du tueur de la Green River avec un détachement clinique et une perspicacité effrayante. Il a brossé le portrait psychologique du tueur, le décrivant comme un individu qui connaissait intimement la géographie locale et qui éprouverait une compulsion à retourner sur les lieux où il avait abandonné les corps pour revivre son crime. Bundy a également émis une hypothèse troublante. Le tueur chercherait à s'immiscer dans l'enquête, peut-être en contactant la police pour aider, un besoin narcissique de se sentir supérieur aux autorités qui le traquaient. Bundy a poursuivi son analyse, plongeant plus profondément dans la psyché du tueur. Il a expliqué que le choix des prostituées n'était pas un hasard, mais une stratégie de chasseur. C'étaient des cibles faciles qui ne seraient pas immédiatement portées disparues, permettant au tueur d'opérer avec un risque minimal. Il a théorisé que le tueur les étranglait probablement. Un mode opératoire qui offre un contact intime et un sentiment de pouvoir absolu au moment de la mort. Chaque mot de Bundy, prononcé avec une assurance glaçante, était comme un écho de ses propres crimes, une auto-analyse projetée sur un autre. Les détectives écoutaient, fascinés et horrifiés, alors qu'un monstre leur fournissait la clé pour en comprendre un autre. Une clé qui, sans qu'ils le sachent, décrivait parfaitement le comportement de Gary Ridgway. 3 ans plus tard, en 1987, l'enquête a finalement convergé vers un nom, Gary Leon Ridgway. Une série de preuves circonstancielles le plaçait au cœur de la tempête. Il était connu pour fréquenter les zones où les victimes disparaissaient, et son comportement correspondait à certains aspects du profil. Il est devenu le principal suspect. La task force l'a arrêté et soumis à un interrogatoire intense. Face aux questions, Ridgway est resté imperturbable, utilisant son apparence de simple d'esprit pour nier toute implication. Le moment décisif est venu lorsqu'il a été soumis à un test au polygraphe. Contre toute attente, et au grand désarroi des détectives convaincus de sa culpabilité, il a réussi le test. Cet échec apparent de la machine a suffi à semer le doute et à renforcer son déni. Malgré l'échec du polygraphe, les détectives ont eu la présence d'esprit de prélever des échantillons de cheveux et de salive de Ridgway avant de le relâcher. C'était une procédure visionnaire pour l'époque, mais la technologie de l'ADN en 1987 en était encore à ses balbutiements. Les techniques d'analyse n'étaient pas assez sophistiquées pour établir une correspondance concluante entre l'ADN de Ridgway et le sperme retrouvé sur plusieurs victimes. La preuve matérielle qui aurait pu le condamner était entre leurs mains, mais la science n'était pas encore prête. Ridgway, le principal suspect, a été libéré. Pour les détectives, ce fut une défaite écrasante. Ils étaient si proches, mais la preuve ultime leur a glissé entre les doigts, et l'affaire du tueur de la Green River est entrée dans une longue et frustrante période de dormance. Le temps a passé, 14 ans se sont écoulés, et l'affaire s'est refroidie, devenant une blessure non cicatrisée dans la mémoire collective de l'État de Washington. Cependant, la science, elle, n'avait pas dormi. Au tournant du millénaire, les progrès de la technologie de l'ADN étaient devenus révolutionnaires. En 2001, une nouvelle génération d'enquêteurs a décidé de réexaminer les vieilles pièces à conviction avec ces nouveaux outils. Les échantillons de salive prélevés sur Gary Ridgway en 1987 ont été sortis des archives et analysés. Le résultat, cette fois, était sans équivoque. Une correspondance parfaite. Le 30 novembre 2001, des officiers se sont présentés à l'usine Kenworth. Dans un silence stupéfait, ils ont arrêté Gary Ridgway sur son lieu de travail. La plus longue et la plus coûteuse des chasses à l'homme de l'histoire américaine venait de prendre fin, non pas par un coup de feu, mais par le verdict silencieux de la science. Imaginons un instant être à l'intérieur de sa camionnette, un soir de pluie typique de l'État de Washington. Les essuie-glaces battent un rythme hypnotique, balayant les néons qui se reflètent sur le pare-brise mouillé. Pour Gary Ridgway, ce n'est pas une chasse frénétique, mais une routine patiente, presque méditative. Son regard balaie les silhouettes qui se tiennent sous les abribus et les auvents des motels le long de la Pacific Highway South. Il ne cherche pas une personne, mais un type, un spécimen. Son pouls est calme, son esprit est clair,
concentré sur la tâche à accomplir. La tension pour le spectateur ne vient pas de l'action, mais de cette tranquillité effroyable. Nous sommes assis à côté du prédateur. Nous entendons le son de l'indicateur alors qu'il ralentit, et nous regardons à travers ses yeux une jeune femme s'approcher, ignorant qu'elle vient de rencontrer l'incarnation même du mal ordinaire. Revenons à 1987, dans les bureaux de la Green River Task Force, quelques heures après que Gary Ridgway ait passé le test du polygraphe. L'air est lourd, saturé de l'odeur de café rassis et de la fumée de cigarettes. Le détective Dave Reichert fixe le mur, couvert de photos de victimes. Leur sourire figé le narguant. Le rapport du polygraphe est sur son bureau, un document qui crie « innocent », alors que chaque fibre de son instinct de policier hurle « coupable ». Comment cet homme simplet, ce type étrange, a-t-il pu tromper la machine? Était-ce de la chance ou une forme de psychopathie si profonde qu'elle ne génère aucune réponse physiologique à ses propres mensonges? Cette question sans réponse est une source de suspense insoutenable. La vérité était là, assise dans une pièce, et elle leur a glissé entre les doigts, laissant les enquêteurs avec un suspect qu'ils ne pouvaient pas toucher, et la certitude angoissante que les meurtres allaient continuer. Des années plus tard, pendant la longue période de dormance de l'affaire, imaginez un détective dépoussiérant les vieilles boîtes de preuves. Il tombe sur les cassettes des entretiens avec Ted Bundy. Il appuie sur « Lecture ». La voix arrogante et articulée de Bundy emplit la pièce, glaçante de pertinence prophétique. Il sera l'une de ces personnes que vous ne soupçonneriez jamais. Un homme qui se fond dans la masse, qui semble inoffensif. Au même moment, la scène bascule sur Gary Ridgway, au début des années 90, dans le jardin de sa maison, en train de faire un barbecue avec sa femme. Il rit, retourne les hamburgers sur le grill, un voisin comme les autres dans une banlieue américaine, typique. Cette juxtaposition crée une tension insupportable. Le spectateur voit les deux faces de la médaille en même temps. La description clinique du monstre et sa manifestation banale. Une dissonance cognitive qui rend sa normalité encore plus monstrueuse. Le suspense atteint un nouveau sommet en 2001, dans le silence aseptisé d'un laboratoire de police scientifique. Une technicienne, sous la lumière crue des néons, manipule avec une précaution infinie les échantillons prélevés 14 ans plus tôt. C'est une course contre la montre figée dans le temps. La tension ne réside pas dans la vitesse, mais dans la précision méticuleuse du processus. La caméra se concentre sur les fioles, les machines de séquençage ADN qui vrombissent doucement, traitant les informations génétiques qui pourraient enfin résoudre des dizaines de meurtres. Un écran d'ordinateur affiche des chaînes de nucléotides qui se comparent. Le silence s'épaissit alors que l'algorithme travaille. Chaque seconde qui passe est une éternité pour les familles des victimes et pour les enquêteurs vieillissants qui ont consacré leur vie à cette affaire. Puis, un mot clignote à l'écran. Match. La science a enfin rendu son verdict. Le point culminant de 20 ans de traque n'est pas une confrontation explosive, mais un moment d'une quiétude assourdissante. Nous sommes dans l'usine Kenworth. L'air sent l'huile chaude et le métal. Gary Ridgway est à son poste, concentré sur la peinture d'une pièce de camion. Un geste qu'il a répété des milliers de fois. Des silhouettes apparaissent à la périphérie de sa vision. Ce sont les détectives. Ils s'approchent calmement. Pas de cris, pas de sirène. Juste quelques mots prononcés d'une voix basse. Ridgway ne proteste pas, ne montre aucune surprise, aucune peur. Il se retourne simplement et tend les poignets. Le clic sec des menottes est le seul son qui brise le silence de l'atelier, alors que ses collègues le regardent, stupéfaits. Sa soumission placide, son absence totale de réaction face à la fin de sa double vie, est peut-être le moment le plus tendu et le plus terrifiant de toute l'histoire. La psychologie de Gary Ridgway est une illustration terrifiante de la banalité du mal, théorisée par Hannah Arendt. Il n'était pas un monstre visiblement dérangé, écumant de rage. Au contraire, sa pathologie résidait dans son absence de profondeur, son vide moral total. Sa capacité à compartimenter sa vie était absolue. Il pouvait étrangler une jeune femme dans sa camionnette, puis rentrer chez lui, dîner avec sa femme et se plaindre d'une dure journée de travail, sans la moindre dissonance cognitive. Pour Ridgway, ses victimes n'étaient pas des êtres humains avec des espoirs, des peurs et des familles. Elles étaient des objets, des choses qu'il collectait pour satisfaire une compulsion. Cette déshumanisation radicale lui a permis de commettre des actes d'une dépravation extrême,
tout en maintenant une façade de normalité, prouvant que le mal le plus profond ne nécessite pas toujours une fureur théâtrale, mais simplement un cœur vide. Le règne de terreur de Ridgway n'a été possible que parce qu'il opérait dans les failles d'une société indifférente. L'échec n'était pas seulement technologique, il était avant tout social. Les premières victimes étaient des fugueuses, des toxicomanes, des prostituées, des jeunes femmes que le système avait déjà laissé tomber. Leur statut marginalisé a créé un préjugé implicite qui a ralenti la réponse institutionnelle. Leurs disparitions n'ont pas déclenché la même alarme que si elles avaient été des étudiantes universitaires de banlieue. Cette hiérarchisation inconsciente de la valeur des victimes a fourni à Ridgway un bouclier d'invisibilité. Il savait que la société considérait ses proies comme jetables, et il a exploité cette terrible vérité pour continuer à tuer en toute impunité pendant des années. Son histoire est donc aussi une mise en accusation de nos propres angles morts sociaux. L'implication de Ted Bundy dans l'enquête ajoute une couche d'analyse psychologique aussi fascinante que macabre. Il ne s'agissait pas d'empathie, mais d'une forme de reconnaissance professionnelle entre prédateurs alpha. Bundy, du fond de sa cellule, a disséqué la psyché du tueur de la Green River parce qu'il en reconnaissait l'architecture fondamentale. Le narcissisme, le besoin de contrôle, le fétichisme du pouvoir sur la vie et la mort, et le rituel de la chasse. Il a compris le choix des victimes, la méthode d'élimination et la compulsion post-mortem parce qu'ils partageaient le même système d'exploitation mentale. La consultation de Bundy a révélé que ces hommes ne sont pas des anomalies uniques, mais qu'ils appartiennent à une typologie, un archétype du mal défini par des traits de psychologique communs. C'était un monstre qui fournissait le mode d'emploi pour en comprendre un autre. Pour véritablement comprendre le contexte social, il faut se pencher sur le monde qu'habitaient les victimes. Elles n'ont pas simplement choisi une vie dangereuse. Pour beaucoup, il n'y avait pas d'autre choix. Leurs histoires sont souvent des récits de foyers brisés, d'abus infantiles, de pauvreté systémique et d'un manque criant de soutien social. La rue, avec tous ses dangers, représentait pour certaines la seule échappatoire à une situation encore pire. Elles étaient des survivantes, faisant ce qu'elles pouvaient pour exister dans un monde qui leur avait offert très peu d'options sûres. Gary Ridgway n'était donc pas le premier prédateur qu'elles rencontraient. Il n'était que le dernier et le plus mortel, le point culminant d'un système qui les avait déjà exploités et marginalisés, les rendant parfaitement vulnérables à l'homme qui se présentait avec un sourire et une offre de transport. La communauté du comté de King vivait dans un état de dissonance cognitive. D'un côté, il y avait une peur omniprésente qui a changé les comportements quotidiens, une méfiance généralisée envers les étrangers. Les parents gardaient leurs enfants à l'intérieur, et la simple vue d'une camionnette pouvait susciter l'anxiété. Mais d'un autre côté, il y avait une forme de déni collectif. L'esprit humain peine à accepter que le mal radical puisse prendre la forme de son voisin, de l'homme calme qui travaille à l'usine locale. Il est psychologiquement plus facile de conceptualiser un monstre comme une figure de l'ombre, un autre, distinct et reconnaissable. La banalité même de Ridgway était sa meilleure défense, parce que personne ne pouvait imaginer qu'un homme aussi ordinaire puisse être capable d'une telle horreur. Personne ne l'a vraiment regardé d'assez près. Après l'arrestation de Ridgway, le point culminant de l'affaire ne s'est pas joué sur le terrain, mais dans les bureaux du procureur. Les autorités se sont retrouvées face à un dilemme moral tortueux. Elles avaient suffisamment de preuves ADN pour le condamner pour une poignée de meurtres, ce qui garantirait presque certainement la peine de mort. Cependant, des dizaines d'autres familles vivaient encore dans l'incertitude, ne sachant pas où se trouvaient les restes de leurs filles disparues. Les procureurs ont donc proposé un accord qui a secoué l'opinion publique. La vie sauve pour Ridgway en échange de sa coopération totale. Il devait avouer tous ses meurtres, sans exception, et mener les enquêteurs à chaque lieu de sépulture. La justice devait-elle privilégier la rétribution ultime pour le monstre ou la vérité et la paix pour des dizaines de familles en deuil? Ce qui a suivi fut une descente dans les archives les plus sombres de l'esprit d'un tueur. Dans une salle d'interrogatoire stérile, ou parfois sur le terrain, au milieu des paysages qui furent assez terrains de chasse, Gary Ridgway a commencé à parler, sans remords, sans émotion, d'une voix monotone et détachée. Il a confessé meurtre après meurtre. Il ne se vantait pas, ne cherchait pas d'excuses. Il rapportait les faits avec la précision d'un comptable. Sa mémoire était photographique et infaillible.
Il se souvenait des détails les plus infimes, ce que portait une victime, le lieu exact où il l'avait abandonnée, corrigeant même les enquêteurs sur leur propre dossier. Chaque confession était une nouvelle vague d'horreur, non pas à cause d'une cruauté performative, mais à cause de son absence totale. Il était la preuve vivante qu'un homme peut commettre le mal absolu sans même le ressentir. La phase suivante de l'accord fut une série de pèlerinages macabres. Des convois de véhicules de police suivaient Ridgway, enchaînés, alors qu'il les guidait à travers les forêts denses et les ravins oubliés de l'État de Washington. C'était un spectacle surréaliste. Le tueur, retournant sur les lieux de ses crimes des décennies plus tard, non pas par compulsion, mais par contrat. Avec un calme déconcertant, il pointait un endroit précis, une zone envahie par la végétation, et disait « Elle est ici ». Les équipes de médecine légale se mettaient alors au travail, exhumant avec précaution les restes squelettiques qui apportaient enfin une réponse à une question qui avait hanté une famille pendant 20 ans. Chaque découverte était une victoire amère, un mélange de soulagement et de douleur insondable, le point final tragique d'une vie volée. Le procès en 2003 fut le théâtre de la confrontation finale entre le tueur et les âmes qu'il avait brisées. La salle d'audience était un océan de chagrin. D'un côté, Gary Ridgway, assis, impassible, semblant totalement déconnecté de la gravité du moment. De l'autre, les familles de ses victimes, qui ont enfin eu l'occasion de lui faire face. Un par un, des pères, des mères, des frères et des sœurs se sont levés pour lire leurs déclarations. Leurs voix, tremblantes de colère et de larmes, ont rempli le silence, racontant l'histoire des filles qu'ils aimaient, le vide laissé par leur absence et la haine qu'ils portaient à l'homme qui leur avait tout pris. C'était un déferlement d'émotions brutes, un portrait poignant du coût humain de ses actions, une dernière tentative de faire comprendre l'ampleur de la dévastation à un homme qui n'avait pas d'âme. Finalement, la justice, dans sa forme légale, a été rendue. Gary Ridgway a été condamné à 48 peines de prison à vie consécutive, sans aucune possibilité de libération conditionnelle, une pour chaque meurtre qu'il avait avoué. Le juge, en prononçant la sentence, a exprimé le dégoût de la société, qualifiant Ridgway de tumeur maligne sur l'humanité. Le coup de marteau a mis fin à la saga judiciaire, mais pas à la douleur. Ridgway a été emmené pour passer le reste de son existence dans une cellule, un monstre enfin mis en cage. Mais pour les familles, il n'y a pas eu de véritable clôture, seulement la fin d'un chapitre. La résolution légale a apporté une forme de finalité, mais les cicatrices, les absences et les souvenirs de ce qu'il a fait resteront à jamais gravés dans la mémoire de la communauté et dans le cœur de ceux qui ont été laissés pour pleurer. L'affaire Gary Ridgway n'est finalement pas seulement l'histoire d'un homme monstrueux, mais un miroir sombre tendu à la société. Elle nous force à nous interroger sur qui nous valorisons et qui nous choisissons d'ignorer. La vie de chacune de ces victimes comptait, et le fait que leur prédateur ait pu agir en toute impunité pendant si longtemps est une mise en accusation directe de nos propres préjugés et de notre indifférence collective. L'histoire du tueur de la Green River est un rappel effrayant que le mal le plus profond ne se cache pas toujours dans les ombres des ruelles sombres, mais souvent derrière le sourire tranquille d'un voisin, la façade banale d'un collègue de travail. La véritable justice pour ces femmes ne réside pas seulement dans la punition de leurs bourreaux, mais dans la reconnaissance solennelle que leur vie n'aurait jamais dû être considérée comme jetable.